J'appelle d'abord pour parler web design Frédéric Savreux, 15 minutes. C'est bon. Bonjour, vous avez déjà vu la présentation, désolé. Donc on m'a demandé ce matin de vous parler du web design 2.0. Je remercie l'organisation de me faire ouvrir le bal, c'est sympathique. Je voudrais commencer en vous parlant d'un état de fait, que de toute façon je pense que vous avez tout remarqué, c'est que dans la société actuelle, tout est régi par l'image. Grosso modo, la personne qui se promène dans une voiture de sport, les gens qui la verront considéreront qu'elle a bien réussi dans la vie. De la même façon, si je m'étais présenté à vous avec les pantalons pas de def, les lunettes de soleil et les talons compensés, je peux persuader que vous m'auriez écouté avec la même confiance que si j'étais en costume cravate. Je vous invite donc à bien garder cet état de fait en mémoire, non seulement pour le quart d'heure qui va venir, mais potentiellement pour tout projet web que vous lancerez. Alors, vous êtes tous conscients qu'aujourd'hui, le web évolue quotidiennement, et ben, il en est de même pour le design web. Les librairies JavaScript comme jQuery, MooTools, pour ne citer que, permettent des personnalisations graphiques qui n'étaient au préalable pas possibles. C'est le cas ici avec la personnalisation d'un formulaire de contact, où on se rend compte de personnalisation des boutons radio ou des checkbox. On ne voit pas très bien, l'écran est un peu light, mais bon, vous aurez de toute façon la possibilité d'avoir plus d'informations sur les slides en les récupérant plus tard. De la même façon, et même encore plus simplement, les CSS2 et CSS3 permettent de la même façon des évolutions graphiques, telles que l'utilisation de polices dites exotiques, qui, au-delà du simple fait graphique, permettent de pouvoir mettre en exergue encore davantage des messages marketing en utilisant une police, je dirais, recherchée, bien choisie, qui puisse se fondre ou dans l'interface, voire mettre le message marketing en avant par rapport à un message qui est vraiment spécifique. Donc on se rend compte que le design web, de plus en plus, dans son évolution, offre des possibilités créatives qui se rapprochent de plus en plus du print. Les évolutions graphiques sont bien plus que de simples tendances. Par exemple, là ici, Apple, par l'utilisation de la hiérarchisation d'informations, attire l'œil de l'utilisateur par l'image, avec le logo de l'iOS 4 et puis forcément de l'iPad 2, pour l'amener vers son message marketing qui vante les capacités de son nouveau système d'exploitation. Alors pour le reste du texte, il est en petit. La plupart du temps, il ne sera même pas parcouru. Le but n'étant pas spécialement que ça le soit, la personne qui va le parcourir sont les personnes qui ont besoin d'aller plus loin dans le message, mais sont vraiment très peu au niveau du nombre. Quoi qu'il en soit, le but est rempli, faire passer un message marketing et au-delà de ça, par une image qualitative, montrer la qualité du produit. Les images, avec les débits d'Internet aujourd'hui, les images, on a la possibilité de leur donner la part belle. L'avantage de l'image, c'est qu'elle donne la possibilité très simple de plonger l'utilisateur dans une atmosphère, dans une ambiance, quelle qu'elle soit. Là, ici, on comprend bien que c'est l'envie. Et forcément, un client qui arrive sur un site, là ici, d'un restaurant, avec ou l'envie de réserver, ou potentiellement il a un peu faim, combien de temps pensez-vous qu'il résistera avant de prendre son téléphone et de décrocher, plutôt que sur un site où finalement on ne lui donne pas ce petite chose, où on ne vient pas toucher la sensibilité de l'utilisateur. Alors, jusque-là, à parler de choses plus graphiques qu'autre chose, le web design va bien au-delà de ça.
au-delà je suis un peu perturbé parce que mes polices de caractère n'y sont pas et du coup j'ai mes choses qui sont complètement en travers. Donc je me dis mais en fait c'est pas ce que j'ai écrit. Mais si. Donc au-delà de la simple touche graphique, aujourd'hui il est nécessaire d'aller bien au-delà au niveau du design web et d'utiliser des étapes avant même la conception de maquettes graphiques. Et pour cela, la première de toutes les étapes est de se poser les bonnes questions et de mettre à plat les bonnes expériences cibles. En gros, de lister les scénarios que les utilisateurs souhaiteront effectuer sur le site. À partir de ce scénario, il faut encore pouvoir traduire en données comportementales ces scénarios de façon à avoir une utilisation optimale de l'interface web. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension des systèmes perceptivo-cognitifs de l'être humain, grosso modo. Pour faire simple, un utilisateur arrivant sur une interface web, pour bien d'autres choses, même quand on est devant son assiette, se crée un modèle mental où il va rechercher dans sa mémoire à long terme toutes les expériences, toutes les connaissances qu'il a sur ce type d'interface et sur une tâche qu'il souhaite effectuer. À partir du moment où, bien sûr, complètement inconsciemment, il a listé toutes ces tâches, le cerveau va commander à la vision d'aller voir sur l'interface, un endroit forcément spécifique par rapport à l'expérience qu'a déjà l'utilisateur, pour aller effectuer cette tâche. D'où le problème que l'on rencontre quotidiennement de casser les codes du web, parce que à partir du moment où le cerveau va commander à la vision d'aller chercher une tâche, enfin quelque chose de particulier sur une interface pour remplir la tâche qu'il a commandée, et s'il ne la trouve pas, le cerveau va devoir allouer de l'énergie supplémentaire pour effectuer une autre tâche, voire une autre tâche, voire une autre tâche. Donc grosso modo, aller mettre un menu, qu'il soit ou horizontal ou vertical, dans le coin en bas à droite de l'interface, c'est un peu casser les codes et prendre le risque que le cerveau ne s'y retrouve pas. Et on a tous fini un jour ou l'autre par ne plus s'y retrouver dans une interface. Et puis le cerveau finit par commander l'agacement, on ferme le site et puis voilà, c'est terminé. Comme je l'expliquais, dans le système perceptivo-cognitif, le cerveau est en relais constant avec la vision, d'où l'importance de la vision. Or, il y a deux types de vision chez l'être humain, la vision fovéale, la vision périphérique. La vision fovéale étant ce que l'œil fixe et voit donc nettement, et la vision périphérique étant tout ce qui se trouve autour, que l'on voit, que l'on aperçoit flou, mais que le cerveau est capable de comprendre et d'intégrer. Par exemple, quand on fixe son écran d'ordinateur, on sait très bien que la souris se trouve en bas à droite et on n'a pas besoin de détourner le regard pour que le cerveau commande à la main de la saisir. Donc c'est un petit peu pareil sur les interfaces et c'est à prendre en considération parce que forcément, entre ce que nous fixons, c'est une chose, mais c'est surtout que le cerveau a besoin de commander à la vision d'aller là où l'on souhaite qu'elle aille. J'ai pris, pour montrer un petit exemple rapide, un site au hasard qui semble engageant au premier abord, puisque graphiquement bien effectué. Alors, au-delà des formes que je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer puisqu'il me reste 4 minutes, grosso modo, on se rend compte que la vision fovéale est le premier cercle qui se trouve au niveau du logo. Alors pourquoi cette zone à cette taille-là? Parce que à 50 cm de distance, qui est à peu près la distance moyenne d'un utilisateur d'ordinateur par rapport à son écran, la zone fovéale représente un diamètre d'environ 2,5 cm. C'est la physique qui veut ça, la physiologie de l'œil. Alors plus on s'éloigne de cette zone fovéale, plus on entre dans la zone de vision périphérique, et donc plus on
grosso modo, on voit flou. Alors on se rend compte, le problème sur cette interface, qu'à partir du moment où l'œil va aller se fixer sur le logo, et là, grosso modo, au vu de son emplacement et surtout de l'encadré rouge qui est autour, on peut difficilement faire autrement que commencer par ce coin. On se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort, il n'y a pas grand-chose qui attire l'œil. Et la problématique, c'est que, hormis le petit welcome qui se trouve en dessous du logo et le petit bonhomme qui est encore un petit peu en dessous, on n'est pas spécialement attiré par autre chose. Et si on va sur le petit bonhomme, bah c'est pareil. Donc le problème, c'est que, ici, en tout cas, pour attirer l'œil vers l'endroit que l'on souhaite, donc pour transformer, pour que l'expérience utilisateur soit optimale, on se rend compte qu'il y a de réels problèmes. Et de ce fait, on n'a pas, d'une part, les lois de Gestalt ne sont pas respectées, on en parlera un petit peu après. On n'a pas d'hierarchisation de l'information marquante. Grosso modo, les titres, il faut quand même aller les chercher. Et puis, on n'a pas non plus de système de call to action visible qui pousse ou à la transformation ou à aller voir une catégorie spécifique. Donc, de multiples problèmes sur cette interface où on peut, en gros, parier que au-delà de l'expérience utilisateur qui n'est pas optimale, la transformation ne l'est pas non plus. Je vais me dépêcher. L'ergonomie comportementale, comme vous l'aurez vu, est issue d'expériences scientifiques, forcément, et puis de lois et de théories psychologiques. Donc, très rapidement, la théorie de la forme ou Gestalt, vous en avez peut-être entendu parler, et c'est vraiment quelque chose en ergonomie qui est primordial, et dans laquelle interagissent différentes lois sur les formes. Je ne vais pas les passer en revue parce que là sinon j'éclate le temps. Mais par exemple, pour reprendre la première qui est la loi de la bonne forme, psychologiquement et physiologiquement, une forme qui est simple, stable et symétrique est mieux perçue par l'œil et du coup par le cerveau. Et de la même façon, pour prendre la dernière, la loi de clôture, une forme qui est fermée est également mieux perçue par le cerveau. Donc c'est toutes des choses qui sont à prendre en considération, les lois de proximité, etc., au niveau des interfaces, pour amener à l'optimisation des interfaces et à avoir des expériences utilisateurs qui soient optimales ou quasiment. Dernière petite chose, un peu technique, scientifique en tout cas, qui est de tester les interfaces en niveau de gris. La raison est relativement simple, c'est que la rétine de l'œil est constituée d'environ 125 millions même de bâtonnets qui ne perçoivent qu'en niveau de gris. L'œil est ainsi constitué pour 5 millions, de cônes qui sont de couleur bleu, vert et rouge, un peu comme un écran, et qui, eux, captent et perçoivent les interfaces en couleur. Alors, la majorité des bâtonnets se situe dans la région de la zone de vision périphérique, ce qui fait que 95%, me mets pas le stress, ce qui fait que 95% de ce que perçoit l'œil sur une interface, finalement, est assimilé et perçu en niveau de gris. D'où l'importance non seulement de tester ces interfaces en couleur, mais de les tester aussi en niveau de gris parce que, plus inconsciemment qu'autre chose, un élément qui est important pourrait être perçu assez facilement en couleur, de par sa couleur, mais mal perçu en niveau de gris, et se trouvant dans la région périphérique, aurait un attrait finalement limité. Je vais conclure en vous parlant, entre guillemets, de la définition du mot design. Le design, pour simplifier, est une discipline visant à représenter une idée en tenant compte de contraintes fonctionnelles, structurelles, esthétiques, techniques et productives. Cela pour dire que le design web n'est pas seulement prendre de jolies couleurs, des images, un peu de contenu, mettre tout ça dans un shaker et puis c'est terminé. Non, pour avoir une utilisation, pour avoir une expérience optimale et amener les clients où l'on souhaite,
et les amener à transformer, il faut aller bien au-delà et ne pas prendre en considération ces choses amène des taux de transformation qui sont réellement limités par rapport à ce que l'on peut obtenir en les réfléchissant réellement. Merci. Merci.